en Guinée où il n'y a eu que des complots, mais des soupçons de complot, mais on a tué plus de gens qu'après la guerre du Biafra. Vous comprenez? C'est là où moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec le régime du PDG sur la gestion des droits de l'homme. C'est pour ça que je me suis opposé au régime. Mais moi, je n'ai jamais été agent de qui que ce soit. C'est le point noir, en fait. C'est le grand point noir, le fameux Camboiro. Bonsoir, chers téléspectateurs de Citoyen TV. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme politique qui a roulé sa bosse dans ce domaine. Il s'agit bien évidemment de M. Elhaj Mansour Kaba. Il est le président du parti politique PAG, entendez par là, Parti panafricain de Guinée. Bonsoir, M. Kaba. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Oui, mais c'est tout à fait naturel. Dans une de vos sorties médiatiques, vous accusez les précédents régimes du retard de la Guinée. Dites-nous pourquoi d'abord. Oh, c'est une vaste question. Parce que le retard de la Guinée a 1001 raisons, 1001 causes. Parce qu'il faut remonter déjà aux conditions d'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Lorsque la Guinée a voté non au référendum organisé par le général de Gaulle, celui-là s'était engagé en disant que tout pays, toute colonie d'Afrique de l'Ouest, de l'AOF ou de l'AEF qui voterait massivement non au référendum serait automatiquement indépendant. Et heureusement pour nous, la Guinée a eu une majorité, une écrasante majorité de votantes et votants qui ont voté, de citoyens guinéens qui ont voté non au référendum, et d'où l'indépendance de la Guinée. Donc, les premières difficultés du pays venaient de là. C'est-à-dire que le président de Gaulle, le général de Gaulle, a voulu punir la Guinée pour avoir voté non. En faisant quoi? En organisant des coups d'État contre l'État guinéen, ce qui a amené le président Sékou Touré à fermer les frontières. Mais en fermant les frontières, on a commencé à créer les premiers problèmes. Parce que vous savez, au temps colon, les 8 territoires de l'AOF, plus le Togo, 9 pays, étaient libres à tous les citoyens. Vous avez des Guinéens qui ont fait toute leur carrière au Togo, d'autres au Bénin, des Béninois toute leur carrière en Guinée, des Sénégalais leur carrière en Guinée, des Guinéens leur carrière en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite à ce niveau. C'était l'AOF. Vous étiez fonctionnaire de votre territoire ou bien vous étiez fonctionnaire de l'AOF. Celui qui était fonctionnaire de l'AOF pouvait passer toute sa carrière sans jamais travailler chez lui. Vous comprenez? Alors donc, en fermant les frontières, pour question de sécurité, le régime de Sékou a amené une révolution dans la vie économique des citoyens guinéens. Parce que, en cette période, avant l'indépendance, le bassin arachidier du Sénégal avait des travailleurs venant de Fouta. Vous comprenez? Et quand on ferme les frontières, tous ces travailleurs qu'on appelle les navétanes ne pouvaient plus sortir de la Guinée pour aller travailler au Sénégal. Pour vivre, il fallait venir à Conakry. En Haute-Guinée, c'était la même chose. Chez nous, en Haute-Guinée, les travailleurs, parce que tout le monde n'est pas actif comme ça, mais ceux qui sont actifs, qui cherchent vraiment de l'argent, c'est les gens qui allaient à l'étranger, hors du pays. Le paysan qui est dans son village, lui, il n'a pas besoin de sortir. Mais le commerçant, lui, il sort. Le cadre, il sort. Alors donc, où il est affecté. Donc, en Haute-Guinée aussi, le champ d'activité, c'était le Mali, la Côte d'Ivoire et la région forestière. Et quand vous allez en forêt, parce que chez nous, à Cancan, par exemple, lorsque la traite café-cacao, la période de la traite café-cacao arrivait en Côte d'Ivoire, tous les grands commerçants achetaient un camion pour un des enfants qui partait en Côte d'Ivoire faire le transport.
Vous savez, quand vous avez des centaines de milliers de tonnes de café cacao à transporter de l'intérieur au port d'Abidjan, c'est du travail. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai fait mes calculs la fois dernière, c'est 600 000 camions. 600 000 camions de 40 tonnes en Côte d'Ivoire qui transportent le café cacao de l'intérieur du pays au port de San Pedro et d'Abidjan. Donc, les grands commerçants de Haute-Guinée avaient une large part dans ça, dans cette manne économique. Alors, avec la fermeture des frontières, ces gens-là ne sortaient plus. En région forestière, c'était la même chose. C'était bloqué. Oui, en région forestière, c'est la même chose. Quelqu'un de Zérékoré, il connaît plus le Libéria que Conakry. Il connaît plus Man que Conakry. Donc eux aussi, ils étaient les gens de Guékédou. Guékédou, le plus grand marché de l'époque, c'était Koindou, en Sierra Leone. Alors tous les commerçants, les grands commerçants, depuis Dakar, Abidjan, tout le monde allait à Koindou, en passant par la Guinée. Alors donc, c'est-à-dire que l'indépendance de la Guinée a mis fin à toutes ces activités économiques. Donc, si je comprends bien, le nom a freiné le développement. Non, le nom a créé notre développement, a créé une autre situation. Parce que le développement ne s'est pas arrêté. Les hommes, vous leur fermez la frontière ici, ils vont ailleurs. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Donc, toutes les frontières de la Guinée se sont retrouvées fermées. Et pour vivre, ces acteurs économiques qui ont l'habitude de brasser de l'argent, de gagner de l'argent chaque année, d'investir chez eux, tous sont venus à Conakry. Conakry n'avait que 80 000 habitants. 80 000 habitants. Aujourd'hui, c'est combien de millions? On est près de 2 millions. Vous imaginez? Donc, la ville de Conakry, sans aucune préparation préalable, était tenue de recevoir tout ce monde. Et ce n'est pas du monde amorphe. C'est du monde qui a l'habitude de travailler, qui a gagné, qui a l'habitude de gagner de l'argent. Les navetans, les commerçants, les transporteurs, ouais. Alors ce monde se retrouve à Conakry sans aucune urbanisation de la banlieue de Conakry. Et la ville s'est étendue. C'est des bidonvilles qui ont été créés. Vous comprenez? Et ça, c'est le problème, on l'a toujours encore. Il a été en partie résolu par le ministre Bana Sidibé en faisant les transversales. L'autoroute Fidel Castro, vous comprenez? Et puis les transversales. Mais à l'intérieur des transversales, lorsqu'il y a un incendie dans une famille aujourd'hui, les pompiers ne peuvent pas entrer pour éteindre le feu. D'où, en fait, si je comprends bien, d'où le retard dans le développement des infrastructures, de l'urbanisation en plus. Voilà. Et là, toujours, on va rester un peu focus sur le régime du feu Ahmed Sékou Touré. À vous entendre parler, c'est quand même une leçon que vous venez de nous donner là. Pourquoi? Quelle leçon? Vous maîtrisez tellement les aspects, tous les aspects, et qu'on a envie de vous écouter. Mais là, s'il vous plaît, vous quand même, vous qui avez assisté à tout ça, à l'époque, comment vous avez vécu ça, vous personnellement? Non, vous savez, nous, on avait 17, 18, 20 ans. Vous comprenez, j'étais à l'école de travail de Mont, et d'abord, j'ai quitté Cancan pour venir au collège à Conakry. Et il faut savoir aussi, ça c'est un détail qui est important, c'est qu'en 1953, la Guinée n'avait qu'un collège technique, un collège moderne, un seul collège classique. Donc quand on faisait le concours d'entrée en 6e, ce que vous appelez la 7e année maintenant, c'est toute la Guinée qui faisait le concours. Et dans la classe, tu avais des gens moi, j'avais des amis de Bokeh, des amis de Labé, de Tougué, c'est d'ailleurs un jeune de Tougué qui était le premier de la Guinée, à notre année, en 1953. On se retrouvait dans la même classe parce que le gouverneur Roland Pré, ayant voulu développer l'industrie en Guinée, a mis l'accent sur le collège technique. Donc les premiers, au concours d'entrée en 6e en 1953, les 35 premiers ont été envoyés au collège technique.
Ce qui fait que nous étions les meilleurs du pays. Vous étiez parmi les meilleurs. J'étais parmi ces meilleurs-là. Les 35. Et parmi ces meilleurs, les 4 années qu'on a passées là-bas, j'étais premier 2 fois. Wow. Félicitations. Ok, là. Alors, vous comprenez? Oui. Et après la 10e année, il y avait un concours d'entrée dans seulement 2 établissements de l'AOF. Okay. Le lycée Maurice Delafosse à Dakar et l'école des travaux publics de Bamako à Bamako, qui est maintenant l'ENI de Bamako, l'école nationale d'ingénieurs. Alors donc là aussi, c'était des classes où vous avez les meilleurs de l'AOF. Ouais. Un concours genre international. Exactement, les meilleurs de l'AOF. Et mon ami, j'ai été premier de cette classe aussi, à Bamako. Waouh, franchement, félicitations. Ouais. Respect. Alors, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 1957, en 10e année, le stade Ramadier, c'est le gouverneur Ramadier qui a créé le stade qu'on a appelé après l'indépendance, le stade du 28 septembre. D'accord. Le stade Ramadier, en 1957, j'ai été champion de Guinée aux 3000 mètres, wow, tout en étant premier de la classe. C'est exceptionnel. Et à Bamako aussi, 58, 59, 60, j'étais champion du Mali aux 800 mètres et aux 1500 mètres et premier de ma classe. En Guinée et au Mali. Et au Mali, l'AOF. Ça, c'est l'AOF. Oui, je comprends. Voilà. Vous étiez champion, en fait, non seulement national, mais oui, aussi de la sous-région. De la sous-région. Wow. Franchement. Cette fois-ci, c'est 800 mètres, 1500 mètres.